Alors bonjour à tous, merci au comité de la SFAR de m'avoir invité à vous parler et vous présenter ces nouveaux médicaments dans l'insuffisance cardiaque chronique. Il y a effectivement beaucoup de nouveautés dernièrement et pour les anesthésistes réanimateurs, c'est assez compliqué de suivre l'évolution de ces nouveaux médicaments. Et donc on va essayer d'en faire un petit résumé et de voir ce qui peut nous gêner, nous, dans cette période périopératoire qui est assez cruciale pour ces patients en plus insuffisants cardiaques chroniques. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ce sujet. Est-ce que pour nous, c'est une vraie problématique, la gestion des médicaments et notamment dans l'insuffisance cardiaque? Il y a une jolie étude très pragmatique qui est sortie en Allemagne, d'un groupe allemand cette année. C'était principalement en chirurgie cardiaque. Et il nous montrait que déjà, en moyenne, en médiane, alors il y avait deux groupes de traitements différents, mais ils avaient environ, les patients sur leur prescription, 8 médicaments à gérer par l'anesthésiste. Donc il n'y a pas que ça à faire, en plus de gérer les médicaments, mais déjà un nombre de médicaments assez conséquent. Et ensuite, ils ont regardé si l'anesthésiste, en fonction des classes médicamenteuses, donc c'était rétrospectif, à donner les conseils avisés aux patients en fonction des recommandations. Et là, je vous ai mis la gestion des inhibiteurs de SGLT2 dans ce papier, dont on va parler pas mal par la suite. Et finalement, sur les inhibiteurs de SGLT2, vous voyez que sur la gestion préopératoire de ces médicaments, finalement, il n'y avait que 10% des consultations où ce médicament était correctement géré. Alors après, il n'y avait jamais d'erreur grave, mais en gros, le timing d'arrêt ou de poursuite n'était pas considéré comme les recommandations. Et pour la gestion post-opératoire, c'est pareil, ces médicaments étaient très mal gérés. Donc, clairement, il y a des lacunes sur ces nouveaux médicaments que sont notamment les inhibiteurs de SGLT2 qui sont très, vous allez le voir, et notamment depuis fin août 2023, très mis en avant dans l'insuffisance cardiaque. Donc ça, je vous ai mis les anciens, ceux pour lesquels on a des recommandations. Généralement, on sait faire. Les bêta-bloquants, on les poursuit dans l'insuffisance cardiaque. Les IEC et les ARA2 pour l'insuffisance cardiaque, on les poursuit aussi. On va avoir une étude bientôt, Stopper-Note, qui va nous dire ce qu'il faut qu'on en fasse pour l'hypertension. Les antiarythmiques, pareil, on les poursuit avec une petite note pour la flécaïne. Les statines, on les poursuit. Les diurétiques, on évite de les donner le jour de l'intervention. Et les antagonistes des récepteurs diminéralocorticoïdes, que sont les plérénones et le spironolactone, on ne les donne pas aussi le matin de l'intervention pour leur effet diurétique. Donc ça, c'est assez clair. On a des recos de la SFAR, on a des recos européennes. Tout le monde est d'accord. Alors, quand on parle des nouveaux, desquels on parle? J'ai essayé de vous les catégoriser pour que vous arriviez le mieux à les retenir, parce que si on parle en termes de nombre de molécules différentes, vous n'êtes pas sorti de l'auberge parce qu'il y en a à peu près une vingtaine. Donc ça va être difficile pour vous de les retenir. Donc c'est pas mal de les voir par famille. Et en gros, il y en a 3 familles, et principalement 2 qui sont données aujourd'hui en France, dans l'insuffisance cardiaque. Les inhibiteurs de SGLT2, que vous pouvez aussi voir appelés glypholosine, c'est pas facile à dire, et les inhibiteurs de néprilysine qui sont de toute façon toujours associés à un ARA2. Vous n'aurez jamais un inhibiteur de néprilysine seul, puisqu'il a été breveté comme ça, et c'est soit, il n'y en a qu'un pour le coup dans celui-là, c'est l'Entresto ou le sacubitril valsartan pour sa DCI. Il y a ensuite les agonistes des guanylate cyclases qui sont des donneurs de NO, je vous en parlerai un tout petit peu, mais beaucoup moins donnés en France. Et ensuite, vous avez 2 classes qui sont quand même aujourd'hui encore maintenues seulement pour les diabétiques, avec une petite touche pareil, une étude qui vient de sortir, où chez l'insuffisant cardiaque obèse, on a l'air de voir arriver les agonistes des récepteurs GLP1. Donc vous avez les inhibiteurs de DPP4, agonistes des récepteurs GLP1, et les 2 jouent sur la même voie métabolique. Alors pourquoi ça devient pour nous crucial? C'est parce que l'insuffisance cardiaque, et je pense que vous le voyez à la consultation d'anesthésie ou en réanimation, il y en a de plus en plus. Aujourd'hui, c'est 2% de la population, beaucoup de patients de plus de 70 ans, et la population, 1, vieillit, et 2, on traite mieux l'infarctus du myocarde, donc les malades survivent aux infarctus. Le choc cardiogénique aigu de cause ischémique reste aux alentours de 40% de mortalité, mais on essaye de le faire baisser, donc ces malades, par la suite, deviennent insuffisants cardiaques, sont hospitalisés, ont des indications opératoires, et notamment de chirurgie cardiaque ou de cardiologie interventionnelle. Ici, on va vraiment parler des médicaments chez les malades chroniques et pas en aigu. Attention à la consultation d'anesthésie, un malade qui est en décompensation aiguë, la gestion n'est plus la même. Et bien sûr, il est de bon ton de le renvoyer vers le cardiologue pour réadapter les médicaments. Et ça aussi, les cardiologues, vous allez voir, on va en discuter,
ils ont vraiment aujourd'hui des recommandations pour l'adaptation posologique de ces médicaments. Donc on ne peut pas parler d'insuffisance cardiaque si déjà on n'établit pas la catégorie, comment on les catégorise, et ça les cardiologues ils ne parlent que comme ça. On catégorise l'insuffisance cardiaque en fonction de la FEVG et ça donne les indications aux médicaments en fonction de la catégorie dans laquelle le malade est classé. C'est une classification qui a été un peu remise à jour en 2022. 3 catégories, les malades avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite de moins de 40% ou égale à 40%, qui peuvent certes évoluer. Donc après tous ces médicaments que vous allez voir qui doivent être mis en place par les cardiologues rapidement, et ben finalement vous pouvez voir en consultation un malade qui est à 45% parce qu'il s'est amélioré sous traitement. Mais de base, il a été classé en insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Ensuite, il y a les moyennement altérés, légèrement altérés, mid-range. Enfin, on les appelle comme on veut. Ça, c'est entre 41 et 49%, parce que dans les études, on a eu l'impression qu'ils répondaient différemment à ces thérapeutiques. Pareil, ils peuvent évoluer en fonction des traitements. Et les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection préservée de plus de 50%, supérieur ou égal à 50%. Les recommandations pour les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite, c'est 5 médicaments. Celui-là, il n'a pas changé en 2023, ça date de 2021 et il n'y a pas eu de nouvelles choses. Clairement, avant 2023, on disait qu'il n'y avait que ces malades-là, à fraction d'éjection réduite, pour lesquels les études randomisées contrôlées montraient une efficacité. Sur quels médicaments ? Sur le premier qui est l'inhibiteur de néprilisine associé à un ARA2 ou un IEC ou un ARA2. Il faut que le malade ait une de ces 3 catégories de médicaments. Deuxièmement, ceux que vous connaissez bien, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs en minéralocorticoïdes, les inhibiteurs de SGLT2 et les diurétiques. Donc normalement, vous ne verrez pas en consultation un malade qui a été catégorisé dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite sans ces 5 médicaments. Et la petite révolution de fin août qui date de l'ESC qui a eu lieu fin août, c'est que finalement, ces inhibiteurs de SGLT2, on va les voir apparaître dans tous les insuffisants cardiaques. Réduits, moyennement altérés ou préservés. Donc on risque là d'avoir énormément de malades qui vont arriver sous inhibiteurs de SGLT2 et pour moi, c'est la classe médicamenteuse pour l'anesthésiste réanimateur, il y a le plus d'effets secondaires et pour lequel il faut plus se méfier en période périopératoire. Donc, je vous ai relisté pour les moyennement altérés, donc entre 41 et 49% au moment de la mise en place de ces traitements. Les diurétiques étaient déjà là et ils restent. Arrivent les inhibiteurs de SGLT2 et avec une incertitude qui reste encore sur les IEC-ARA2 ou les inhibiteurs de néprilisine, les antagonistes des minéralocorticoïdes et les bêta-bloquants. Alors que pour les préserver, ceux qui ont une FEVG supérieure à 50%, des troubles de la relaxation, des troubles diastoliques, on garde les diurétiques, les inhibiteurs de SGLT2 et, ça j'ai envie de dire un peu comme dans toutes les insuffisances cardiaques, de traiter les étiologies et les troubles métaboliques. Donc vraiment une place mise très en avant là, depuis quelques semaines, aux inhibiteurs de SGLT2. Une nouvelle recommandation aussi qui date d'août, qui va nous faire encore plus voir des inhibiteurs de SGLT2 en période périopératoire, c'est qu'ils doivent être donnés maintenant, alors ils étaient déjà très utilisés dans le diabète, mais ils doivent être donnés en amont de l'insuffisance cardiaque. En gros, il y a une étude qui montre que ça a l'air de prévenir la dégradation cardiaque chez les malades qui sont un diabétique de type 2 associé à une insuffisance rénale chronique. Donc, les inhibiteurs de SGLT2 ont leur place maintenant dans cette indication, associés à la finérénone, qui est, pour faire simple pour vous, un antagoniste des récepteurs aux minéralocorticoïdes, mais qui est non stéroïdien, donc il remplace les plérénones et le spironolactone pour ces malades qui ne sont pas encore insuffisants cardiaques, mais qui sont diabétiques de type 2 et insuffisants rénal chronique, donc très à risque de développer une insuffisance cardiaque. L'autre chose qui, pour nous, doit nous titiller si on tombe dans cette période, c'est qu'aujourd'hui, il est recommandé aux cardiologues, même s'ils ont du mal à imaginer qu'ils vont pouvoir mettre ça en place dans tous les centres, c'est que tous ces médicaments, peu importe l'insuffisance cardiaque, une fois diagnostiqués, ils doivent monter aux doses adaptées et les meilleures pour leurs malades en moins de 6 semaines. Donc vous imaginez, pour la FE réduite, ça fait 5 classes médicamenteuses, il faut les augmenter, ils ont leurs effets secondaires, tout ça en 6 semaines. Donc on va avoir des malades dans cette période-là qui risquent d'avoir clairement des volémies pas forcément adaptées, des malades très hypotendus, puisqu'on va monter les bêta-bloquants, les inhibiteurs de néprilisine. Donc des malades, pour nous, si on a à les voir en consultation ou si on a à les opérer en urgence, pour lesquels les répercussions hémodynamiques risquent d'être très importantes.
Donc on va essayer de les voir un par un. J'ai clairement mis l'accent, parce qu'avant je ne le mettais pas en premier, mais depuis août, je sens que c'est les inhibiteurs de SGLT2 qui vont intéresser les gens. Donc je vous les ai mis en premier. Comment ça marche? Ça inhibe le cotransporteur sodium-glucose, cotransporteur de type 2, bon, on s'en fiche, principalement au niveau du tube proximal du néphron. Mais ces récepteurs, ils existent partout, quasiment dans tous les types cellulaires. Donc le premier effet recherché, c'est pour ça qu'ils ont été développés, c'est d'empêcher la réabsorption de glucose et de sodium au niveau du tube proximal. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne une glycosurie importante qui va faire diminuer la glycémie, qui va faire perdre du poids au malade, qui va obliger le foie à faire du glucose, la néoglucogénèse, et qui va diminuer l'insulinorésistance. Ça, c'est les effets métaboliques de ce médicament. Deuxièmement, la natriurèse, puisque c'est un cotransporteur, si on le bloque, le sodium reste aussi dans l'urine primitive. Forcément, le sodium a un pouvoir osmotique, va faire garder l'eau, donc il va y avoir une diurèse entraînée osmotiquement par cette concentration importante de sodium, et vous allez avoir une baisse de la volémie, une baisse de la rigidité artérielle et une baisse de la pression artérielle. Vous allez me dire, quand on voit les chiffres, 5 mm de mercure en moyenne pour la systole et 1 à 2 pour la diastole, probablement pas grand-chose, mais ça suffit pour avoir des effets hémodynamiques chez ces malades. Deuxièmement, ces inhibiteurs, ce cotransporteur, il est aussi sur les cardiomyocytes, et pour faire simple, il améliore l'activité de substrat énergétique qu'ont les cardiomyocytes et cette capacité qu'ils ont à utiliser les corps cétoniques comme substrat énergétique, parce qu'ils activent la cytolyse et la cétogénèse. Donc ils améliorent le métabolisme des cardiomyocytes, et comme beaucoup, et vous allez voir, c'est pareil pour le sacubitril, ces médicaments, ils inhibent pas que le cotransporteur initialement bien décrit, là ils inhibent aussi, et c'est un peu off-target, un autre échangeur qui réduit la charge sodique intracellulaire. Il y a probablement aussi un effet antifibrotique, comme les minéralocorticoïdes, les antagonistes. Et baisse de la volémie est égale diminution de la production de rénine au niveau rénal. Donc tout ça fait qu'il y a des effets cardio-rénaux, en plus des effets hémodynamiques et métaboliques que je vous ai présentés avant. Et ces effets cardio-rénaux, ils sont totalement indépendants de l'effet sur la glycémie, sur le métabolisme. Et donc, c'est grâce finalement à ces effets un peu non attendus, on va dire, que ces médicaments ont montré sur des cohortes de diabétiques moins d'événements cardiovasculaires. Et donc, les nouvelles indications, c'est l'insuffisance cardiaque, on l'a vu, peu importe la FEVG. C'est en amont de l'insuffisance cardiaque, les malades qui sont à risque, et notamment quand ils ont une insuffisance rénale, qui sont à risque de développer cette insuffisance cardiaque. Et pour nous, à la consultation d'anesthésie, quand on voit ces médicaments, alors attention, comme nouvelle classe, du coup, il y en a 5 ou 6 qu'on l'a même en France. Probablement que ça va tranquillement diminuer et qu'on va en garder 2 ou 3. Mais au premier coup d'œil, le nom ne va pas forcément, le nom commercial, vous indiquer la classe médicamenteuse. Mais c'est des médicaments qui peuvent être très à risque pour nous, notamment de cette hyperdurèse, notamment de cette hypovolémie qui va être induite par l'hyperdurèse et un risque d'acidocétose à glycémie normale chez ces malades du fait de la diminution de production d'insuline. Et pour ne pas nous aider, nous, ils ont une demi-vie longue. Donc, un malade que vous allez endormir en urgence, qui va avoir pris son inhibiteur de SGLT2 le matin, il va probablement, ça c'est un peu nos expériences à chacun, parce que moi, il y a beaucoup dans mon centre de malades sous inhibiteurs de SGLT2, parce qu'il y a beaucoup d'insuffisance cardiaque, mais pendant 48-72 heures, vous allez avoir cette diurèse qui va continuer à être maintenue, alors que le malade est en état de choc, et du coup, il va être hypovolémique. Donc, attention, les malades à monitorer probablement plus que les autres en périopératoire sur le débit cardiaque, sur l'hémodynamique. Qu'est-ce qui est recommandé? C'est la seule classe pour laquelle je pourrais vous donner des recommandations. En 2022, les Européens, des cardiologues et des anesthésistes nous ont préconisé, alors avec un niveau de preuve qui est très faible, puisqu'il y a très peu de données, d'arrêter ces inhibiteurs de SGLT2 3 jours avant une intervention programmée, si celle-ci est considérée à risque intermédiaire ou majeur. J'ai envie de dire que, effectivement, chez un malade qui va pouvoir reprendre vite une alimentation entérale, qui va pouvoir régler sa volémie lui-même, possiblement ne pas les arrêter, mais une intervention mineure chez un insuffisant cardiaque très sévère, il faut aussi se poser la question, je pense. Ça, c'était pour les inhibiteurs de SGLT2, l'insuffisance cardiaque. Ensuite, l'Entresto, ou sacubitril/valsartan, ou les inhibiteurs de néprilysine.
Ce n'est pas le premier qui a été développé, et je vous ai mis un peu l'historique. Depuis longtemps, les gens s'intéressaient à cette néprilysine, qui est une enzyme qui régule la vasoréactivité. C'est simple, si vous le retenez comme ça, une enzyme qui clive des trucs qui vasoconstrictent, qui vasodilatent, elle règle le tonus vasculaire. Si on l'inhibe, eh ben bingo, on est plus vasodilaté, on est hypotendu. Donc, les gens qui travaillaient sur l'hypertension, sur l'insuffisance cardiaque, s'y sont intéressés depuis les années 90. Quand on l'inhibe seul, il n'y a pas d'effet sur la tension et il n'y a pas d'effet sur l'insuffisance cardiaque parce qu'elle clive la néprilysine beaucoup de peptides vasoactifs et malheureusement, elle faisait remonter l'angiotensine 2 et l'endothéline qui sont des vasoconstricteurs très puissants. Donc en fait, la balance faisait que seule, elle n'avait pas d'effet sur la tension. Ensuite, il y a des gens qui se sont dit « Ok, si ça fait monter les peptides du système rénine-angiotensine, on va mettre en plus un inhibiteur de système. » Donc, ils l'ont associé à un IEC. Malheureusement, ces deux molécules ensemble ne faisaient pas mieux que l'IEC et surtout entraînaient des angioœdèmes parce que les deux voies jouent sur la voie des bradykinines. Donc, ce n'était pas la bonne association. Ensuite, dans les années 2010, on l'a associé à un ARA2 et là, bingo, une vraie amélioration chez les malades insuffisants cardiaques à FEVG réduite cette fois. Vous ne l'aurez que pour ces malades-là. Ces médicaments, ils fonctionnent. Je ne mets aucun doute sur le fait que ces médicaments fonctionnent. C'est juste que pour nous, ils sont un peu compliqués. L'inhibiteur de néprilysine associé à un ARA2 baisse de 20% les hospitalisations et les décès de causes cardiovasculaires chez ces insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite. Super. Malheureusement, par contre, sur le concept du mode d'action, c'était probablement pas le bon, mais ça marche, donc tant mieux. L'idée des développeurs de la néprilysine, c'était de dire qu'ils ne jouaient que sur le BNP. Ce fameux BNP qui nous sert à diagnostiquer et pronostiquer les insuffisances cardiaques, il a aussi des effets qui sont très bénéfiques. Et c'est pour ça qu'on en sécrète, on en produit quand on a le cœur qui commence à s'étirer, la post-charge qui monte, parce que c'est un peptide qui est diurétique, natriurétique. Donc les gens se sont dit, si on inhibe la néprilysine, qui inhibe elle-même le BNP, on va avoir plus de BNP, et donc on va être plus en forme, parce qu'on va pisser plus si on est insuffisant cardiaque, on va pisser du sodium, on va avoir une volémie plus basse. Manque de peau, ça ne marche pas sur la voie du BNP, mais ça marche sur d'autres voies. Et là, je vous ai mis sur toutes les voies sur lesquelles ça marche. Ne vous amusez pas à lire cette diapo, sinon vous allez y passer la journée. C'est juste pour vous rendre compte que ces médicaments, ils ont un effet pléiotrope et qui ne jouent pas juste sur une voie. Il faut oublier le concept du bêta-bloquant, où on disait on inhibe un récepteur, ça joue sur un endroit, que sur ce récepteur-là. Ces médicaments-là, les inhibiteurs de SGLT2 ou l'Entresto, jouent sur beaucoup de voies métaboliques, ont des effets ricochés sur d'autres voies métaboliques, inhibent d'autres enzymes que celles qui étaient prévues. C'est très compliqué. Donc, ils jouent quand même sur les peptides natriurétiques, ils jouent sur la voie de la détoxification, ils jouent sur le contrôle glycémique, ils jouent sur la vasoréactivité et ils jouent sur l'amélioration de l'hypoxie tissulaire. Bingo, c'est pour ça que ça marche, tant mieux. Mais pour nous, ça fait beaucoup de conséquences quand on endort les malades. Donc un effet vraiment pléiotrope qui se traduit pour vous en période périopératoire par une vasodilatation majeure, des malades qui vont être extrêmement hypotendus, des malades chez qui vous allez mettre de la noradrée, qui ne vont pas forcément répondre, chez qui probablement il faut rajouter de l'argipressine, mais toute cette vasodilatation ne va pas entraîner secondairement forcément beaucoup de morbimortalité. Donc j'ai envie de dire, il faut résister contre l'hypotension chez ces malades-là. Et c'est des malades chez qui en réanimation on monte jusqu'à 20 mg/h de noradrée et pourtant on arrive à les sortir de réanimation. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est chez ces malades qui sont insuffisants cardiaques chroniques, sous ces médicaments-là, il va falloir beaucoup les monitorer en termes hémodynamiques, il ne va pas falloir baisser les bras. Il va falloir attendre les 72 heures, 96 heures. Quelques données, c'est le seul médicament pour lequel on a un peu de données puisqu'il est sorti en France plus tôt. Ça, c'est une étude sur des malades transplantés cardiaques et sous LVAD. Oui, c'est eux les insuffisants cardiaques à FE réduite, donc forcément, les premières données, c'est ça. Peu de malades. En tout cas, quand on sort d'une transplantation ou d'une pause de LVAD, quand on a l'inhibiteur de néprilysine, on a l'air, ou un autre inhibiteur du système rénine-angiotensine, on a l'air d'être un peu plus protégé que les malades qui n'ont aucun traitement qui inhibe ces voies vasoconstrictrices. Tout ça, comme je vous l'ai dit, certes, il y a l'air d'avoir un peu moins de mortalité, mais sous couvert de doses de noradrée plus importantes et sur une durée de noradrée qui est plus longue. Donc il faut tenir bon, en fait.
Des données qui ne sont pas encore publiées, qui montrent la même chose sur des malades tout venant qui rentrent en réanimation, une centaine de malades par groupe. Chez des malades qui rentrent en réa sous Entresto, quand on les apparie sur leur gravité, sur leur motif, ils sont tous à FEVG réduite, mais ils ont plus ou moins l'Entresto, eh ben, on n'a pas de différence de mortalité. Alors la plupart avaient des IEC ou ARA2 dans l'autre groupe, mais il n'y a pas de différence. Par contre, ils sont clairement plus vasodilatés, ils ont plus d'amines. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Parce que là, il n'y a pas de recommandation. Donc, c'est plutôt sur la connaissance de la physiopathologie de ce médicament et sur quelques patients qu'on a vu passer en réanimation et en anesthésie. Vous n'aurez cette indication d'Entresto que pour les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite. Qu'est-ce que ça entraîne si votre malade, c'est une intervention en urgence ou une entrée en réa? Hypotension, vasodilatation majeure. Possiblement avec une lactatémie qui va rester normale, et possiblement ce médicament améliore la microcirculation et l'extraction d'oxygène. Pas de recommandation, donc aujourd'hui de mes vies quand même qui restent longues, plutôt de ne pas le prendre le matin du bloc. Mais il n'y a pas de recommandation pour dire qu'il faut l'arrêter 3 jours avant, même dans les chirurgies majeures. Est-ce qu'on va avoir des données bientôt sur ce médicament? Sûrement. Il y a l'étude Stop-Arnott qui a fini d'inclure et qui était une étude randomisée contrôlée sur l'arrêt ou la poursuite des IEC ARA2 chez les malades traités pour hypertension et qui allaient avoir une chirurgie majeure. On a eu de la chance, au milieu de cette étude est arrivé l'Entresto. Comme il est couplé à un ARA2, forcément ces malades étaient randomisés dans cette étude. Donc il va y avoir un sous-groupe possiblement de malades sous sacubitril/valsartan. On pourra avoir une idée de savoir si ces malades, arrêt ou poursuite, est-ce qu'il y a une différence de morbimortalité dans ces deux groupes. Des études rétrospectives qui sont en cours en réanimation, mais encore, effectivement, beaucoup d'incertitudes. Vous allez me dire, s'ils sont vasodilatés, quelle amine vasopresseur je leur mets? Je ne pourrais vous répondre que sur mon expérience, mais pas sur des recommandations. Ensuite, une troisième classe de médicaments, la dernière pour l'insuffisance cardiaque chronique, c'est les agonistes de la guanylate cyclase, le Versigouat. Si je fais un test dans la salle, je pense que très très peu en ont vu dans les prescriptions de leurs malades. J'ai essayé de faire un petit questionnaire auprès de grands centres de cardiologie. Très peu le prescrivent encore. L'indication, c'est la décompensation, enfin c'est en post-décompensation aiguë. Si une malade reste dyspnéique après tous les médicaments que je vous ai montrés, il est possible, depuis 2022, depuis l'AMM, de prescrire le Versigouat. Donc très peu de connaissances des cardiologues encore pour ce médicament. C'est un donneur de NO. En vrai, ça fait le même effet que les peptides natriurétiques. Ça donne beaucoup d'hypotension. C'est significatif, comme je vous le montre sur cette étude. Et est-ce qu'on a des données pour dire, associé à l'Entresto, est-ce que ça marche? Associé à l'inhibiteur de SGLT2, il y a juste quelques données à l'Entresto, mais pas avec l'inhibiteur de SGLT2. Ça a l'air d'avoir beaucoup moins d'efficacité, vous voyez, quand il est associé à l'inhibiteur de néprilysine. Ces médicaments sont arrivés tous ensemble sur le marché, c'est pour ça que pour vous c'est compliqué, et c'est pour ça qu'on ne sait pas combiner entre eux quels effets secondaires ils vont avoir dans la période périopératoire. Donc, que les malades à FEVG réduite qui sortent d'une décompensation aiguë, qui restent dyspnéiques malgré les traitements bien conduits recommandés. Pas de reco, pas d'études. J'ai envie de vous dire, arrêt le matin de l'intervention, mais basé sur la même zéro expérience. Pour finir, les agonistes des récepteurs GLP1 et les inhibiteurs de DPP4, dans votre tête, c'est la gestion de la glycémie. Effectivement, sur nos recos de 2022 européennes, la gestion de la glycémie est essentielle. Testez l'HbA1c si elle n'a pas été faite dans les 3 derniers mois chez vos malades en consultation. Si elle est élevée, repoussez l'intervention si c'est possible. Et j'imagine que vous verrez apparaître ces médicaments si vous revoyez le malade 3 mois après. L'agoniste des récepteurs GLP1, en gros, ça va jouer le rôle du GLP1. Le GLP1, il provient du glucagon et il va diminuer, il va augmenter la production d'insuline par le pancréas, diminuer la production de glucagon, c'est un feedback rétroactif négatif, et donc augmenter la sensibilité à l'insuline. Il est aussi donné parce qu'il fait perdre du poids, parce qu'il entraîne une satiété importante, une vidange gastrique ralentie. Il n'y a pas de certitude franche sur les événements cardiovasculaires chez les malades de type 2. Il y a des études pour, des études contre, c'est difficile. En tout cas, il y a quand même 2 molécules, et notamment sur l'étude STEP-HPEF qui vient de sortir, qui montrent que chez l'obèse, ils ont l'air d'avoir un effet cardiovasculaire, et chez l'obèse, avec une fraction d'éjection préservée. Donc ceux qui étaient un peu les plus pauvres là, en termes de thérapeutique possible.
Donc, possiblement, les malades avec une fraction d'éjection préservée, vous allez les voir maintenant arriver avec un inhibiteur de SGLT2, et s'ils ont un BMI supérieur à 30, en plus avec un agoniste des récepteurs GLP1. Hélène, on va te demander de conclure pour laisser quelques minutes aux questions. Pas de souci. En plus du GLP1, il y a les inhibiteurs de DPP4 qui jouent sur le même endroit parce qu'en fait, ils inhibent la dégradation du GLP1, même effet. Et le sacubitril joue aussi sur le GLP1. Donc, tout le monde joue sur le contrôle glycémique sur le GLP1. Même entre eux, il n'y a pas d'effet hypoglycémiant. N'ayez pas peur de ces médicaments pour leur effet hypoglycémiant. Donc, à la consultation d'anesthésie, c'est recommandé aussi en diabète, sur nos recos de gestion du diabète, arrêt juste le matin de l'intervention. Ma diapo de conclusion, c'est donc celle-là, c'est attention aux inhibiteurs de SGLT2, arrêtez-les 3 jours avant en cas de chirurgie majeure ou intermédiaire. Les inhibiteurs de néprilysine, vous pouvez les poursuivre, ne faites pas prendre votre malade le matin du bloc cet inhibiteur de néprilysine. Agoniste GLP1, DPP4, que le diabète, pas d'effet hypoglycémiant, juste pas la prise le matin du bloc, ou même le matin du bloc, je pense que ça n'a pas de conséquences. Le Versigouat, vous avez vu, j'y connais pas grand-chose. Ce que j'y connais, c'est ce qu'il y a dans la littérature. Donc pour l'instant, très peu prescrit, très peu de données. Merci beaucoup.